Je suis parti le 1er mai 2023 pour aller à Magadan, tout au bout de la Sibérie, tout seul, avec ma petite moto, ma Yamaha 250 YBR. J'ai donc voyagé pendant 3 mois et demi, 100 jours exactement, 36 200 km. Et je vous propose dans cette vidéo de répondre à vos questions sur le voyage. Vous m'avez envoyé plein de questions sur les réseaux sociaux, j'ai tout compilé. Et dans cette vidéo, on va parler de préparation du voyage, on va parler de la moto, on va parler de la sécurité pendant le voyage, on parlera d'organisation du voyage, d'hébergement, de matériel. On abordera ensuite le budget, mon ressenti général sur le voyage et puis l'après-voyage, la suite des événements. Avant toute chose, sur cette chaîne et moi particulièrement, je ne fais pas de politique. Je sais que je suis parti en Russie en 2023 avec les événements qui se passent actuellement dans le monde, mais moi je suis parti en tant que simple motard voyageur, rencontrer d'autres gens. Je ne fais pas de politique. Donc sur cette chaîne, on parle de moto avec plaisir, évidemment. On parle de voyage avec plaisir, évidemment. Mais tout ce qui touche à la politique, c'est pas la peine. Je supprimerai tous les commentaires. Et comme les quelques commentaires que j'ai eus qui m'ont traité de tous les noms de collabos, de tout ce qu'on veut avant mon voyage, évidemment, tous les gens-là, ce sera supprimé. Comme ça, il n'y a pas d'histoire. La chaîne Mobilette Rollers, c'est fait pour parler de moto et de voyage à moto et de rien d'autre. Comme ça, au moins, c'est clair, on n'a pas à se prendre la tête avec ça. Je vais vous résumer vite fait mon voyage. Donc, je suis parti le 1er mai 2023. J'ai traversé l'Allemagne, la Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie. Et je suis rentré en Russie par la frontière Estonie-Russie. J'ai ensuite descendu une bonne partie de la Russie, plein sud, pour aller direction la Crimée, voir des copains que j'avais déjà rencontrés en Russie. J'ai passé quelques jours en Crimée. Je suis ensuite allé direction le Kazakhstan, le Kyrgyzstan. Alors pourquoi ces deux pays? Parce que j'avais pas besoin de visa pour y aller, donc je suis pas allé au Tadjikistan. Donc après le Kyrgyzstan, je suis reparti au Kazakhstan, le plus à l'est possible, pour rentrer en Russie, dans les montagnes de l'Altaï. Et puis de là, je suis allé direction le lac Baïkal. Et après le lac Baïkal, à un moment, on quitte la Transsibérienne. On pique vers le nord sur l'autoroute Lena, la A360, donc qui se dirige vers Yakoutsk. Voilà en gros le trajet que j'ai fait. Ça représente 22 000 km à l'aller et 14 000 au retour à la louche, quoi, hein, quelque chose près comme ça. Sur cette distance, il y a eu la route des Os qui n'est pas goudronnée, sauf quelques petites portions. Donc ça représente environ 2000 km, donc 4000 allers-retours. Et puis entre le Kazakhstan, Kyrgyzstan et certaines portions de route où parfois j'ai quitté la grande route, j'ai fait à peu près 2000 autres kilomètres de route non goudronnée, donc ce qui représente environ 6000 km sur les 36 000. La préparation du voyage. Vous m'avez demandé si je parle le russe. Alors oui, j'ai pris des cours de russe. J'avais, en 2018, je suis allé la première fois en Russie et j'avais appris l'alphabet cyrillique pour essayer de lire les panneaux. C'était déjà un bon début. Ça m'a beaucoup servi. J'étais content quand je suis arrivé à Mourmansk d'arriver à lire Mourmansk et d'autres bricoles comme ça. Mais comme je savais que j'avais adoré ce pays et que j'avais envie d'y retourner, j'ai pris des cours un petit peu sur WhatsApp, sachant que ce voyage devait se faire à la base en 2020, mais avec le Covid et tout ce qui s'est passé, ça a été reporté plusieurs fois. Donc j'ai eu le temps de prendre quelques cours sur WhatsApp. Évidemment, j'ai pas de quoi tenir une conversation avec quelqu'un, mais j'arrive à baragouiner des mots, d'où tu viens, où tu vas, qu'est-ce que tu fais, combien de temps t'es parti, tout ça. Dans tous les cas, c'est vrai que plus on connaît de mots, plus on arrive à discuter et plus c'est intéressant, quoi. Donc effectivement, avec le recul, j'aurais aimé pouvoir parler encore mieux le russe, pour pouvoir plus facilement parler avec les gens que toujours un petit peu la même chose. Tous les gens sont des centaines de fois, on est venu me demander Atkuda Yiddish, où tu vas, qu'est-ce que tu fais, depuis combien de temps t'es parti, etc. Un peu les mêmes questions, donc à la fin on commence à s'y habituer, et après quand il faut discuter c'est un peu plus difficile, mais j'ai quand même beaucoup appris évidemment, parce que j'ai essayé de parler russe le plus souvent possible. Le temps de préparation du voyage, alors c'est vite réglé, ça m'a pris 10 minutes. Je savais que je voulais aller à Magadan, je savais qu'il me fallait un visa pour la Russie, et une assurance pour ce visa. C'est ce qui m'a pris un peu le plus de temps, ça prend une matinée.
Le reste, itinéraire, dormir, tout ça, je n'ai absolument rien fait. Il y a deux solutions quand on prépare un voyage comme ça, c'est soit on achète des dizaines de bouquins, on se renseigne, je veux voir ça, je veux voir ça, je veux aller là, ou soit on y va comme ça, et puis ben voilà, on arrive en Russie, on croise quelqu'un, je vais là, c'est quoi la meilleure route, bah passe par là, c'est super, et puis voilà. Et en fait, effectivement, à chaque fois, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, il faut que tu ailles là, il faut voir ci, il faut voir ça. Alors je me suis laissé porter comme ça en direction de Magadan, et finalement j'y suis arrivé. Des problèmes administratifs pendant la préparation du voyage, le problème principal c'est de trouver une assurance. Parce que pour faire une demande de visa, il faut une assurance qui nous couvre pendant le voyage. Mais deux problèmes. Déjà, une assurance qui couvre la Russie, il n'y en avait plus beaucoup. Et ensuite, la plupart des assurances, elles ne vous couvrent pas s'il vous arrive un truc en moto. Donc vous avez un accident, vous êtes hospitalisé, c'est arrivé à moto, l'assurance elle ne vous couvrira pas. Donc moi je voulais trouver une assurance. Toutes celles que j'ai contactées, je leur ai dit moi je suis à moto, que ce soit à moto, à pied, à cheval, en voiture, enfin n'importe comment, je suis hospitalisé dans n'importe quelle condition, je veux pouvoir être pris en charge, est-ce que vous faites oui ou non? Et il y en a une qui m'a répondu, c'est Mondial Care, qui est à Paris je crois. Ça m'a coûté 575 € pour 6 mois. J'ai pas eu à m'en servir, mais j'avais interlocuteur français pour tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, etc. C'est une assurance chère, mais très complète. J'étais satisfait de mon choix, même si j'ai pas eu à l'utiliser, et tant mieux. La moto. Alors, on m'a demandé pourquoi une pauvre 250 YBR. Bah déjà, personnellement, je trouve que c'est une merveille cette bécane. Simplicité, fiabilité, c'est dur de faire mieux. Et puis, moi j'aime bien toutes les motos, j'ai aucun problème à rouler avec une 125, une mobilette ou une GSX-R, peu importe. Donc j'adore toutes les motos, c'est pas parce que ça fait 20 chevaux que ça me plaît pas à conduire. Et puis, bah, c'est une moto que j'ai acheté 1800 balles. C'est une moto qui fait du 3 litres au 100. C'est quand même vachement plus simple. Je me suis dit, si jamais j'ai un problème sur la route, moi personnellement, ou dans ma famille, et que vraiment je devais rentrer et abandonner la moto sur place pour prendre un billet d'avion plus vite, j'aurais eu moins de scrupules à laisser une 250 YBR que ma 1200 GS ou qu'une autre grosse bécane qui vaut beaucoup plus cher, quoi. Donc après, ben, on fait des choix. Moi j'ai choisi de partir avec une moto de rien du tout, qui coûte pas cher. Alors pour frimer, pour faire aventure, les gens quand ils vous voient forcément, ils vous prennent plus pour un marginal ou parfois même pour un blaireau qui roule avec rien, mais moi ça m'allait très bien. Et ben, j'en ai pas fait de moins que n'importe qui d'autre, donc finalement c'est que ça se fait quoi. Alors est-ce que la moto a été suffisante? Largement, tant qu'on roule tout seul, parce qu'effectivement à deux avec des bagages, ben, ça commence à être limite. Et puis, ben, si tant est qu'on accepte de rouler à 100 km/h, quoi, chose que j'ai fait pendant 36 000 km. Et d'ailleurs, ben, quand j'avais le temps, c'était quand même vite réglé. C'est que ben, je montais sur la bécane, je me calais à 100 km/h, et puis si j'avais vraiment le temps, qu'il faisait beau, que les paysages étaient sympas, parfois je roulais encore moins vite. Donc finalement, voilà, quoi, j'ai pas eu besoin de plus. Est-ce que j'ai douté de la moto? Ouais. Au moment de partir, quand j'ai dit au revoir à la famille avec le nœud à la gorge, au coin de la rue, je me suis dit putain, j'espère que j'ai pas fait une connerie. Partir avec ça. Et donc bah, devant la maison, la moto toute propre, les bagages chargés un peu au pif, et puis comme ça, j'ai rejoint mon copain Jean-Claude qui m'a accompagné le premier jour du voyage. Et puis, bah, je me suis dit, putain, j'espère franchement que j'ai pas fait une connerie de partir avec ça, c'est quand même pas gros. Et puis, bah voilà, avec le recul, c'était vraiment une super bécane. Est-ce que j'ai regretté parfois ma GSA? Franchement, à part des journées de transsibérienne à 100 km/h, alors avec la 2,5, on peut considérer 200 km 3 heures. Donc bah, les journées de 600 bandes que j'ai fait 9 heures de moto, hein. Je partais à 8 heures le matin, j'arrivais à 17-18 heures. Dans les cas-là, effectivement, des fois on peut se dire, ouais, c'est vrai qu'une GS ou une RT ou une grosse routière, ça serait très bien, quoi. Mais le compromis de tout, surtout l'ensemble du voyage, sincèrement, une petite moto comme ça, c'est juste une merveille. Vous vous arrêtez dans un chemin caillouteux, devant les cafés, ce qu'on appelle café, c'est des restos routiers en Russie, où le sol est toujours avec des trous en terre, tout ça, faire demi-tour dans un chemin, c'est tellement facile pour se garer tout le temps, c'est tellement léger. Franchement, non, j'ai
pas eu la boule au ventre en me disant merde, j'aurais mieux fait de prendre ma GS. Franchement, la 2,5 elle a fait le taf sans problème. Même avec la limite des suspensions où la moto s'est quand même fait pas mal secouer une paire de fois. Mais finalement, ben, elle a rien eu, quoi. J'ai eu un roulement de roue à changer au retour, mais sans plus, à 65 000 km, on peut considérer que c'est de l'usure normale. Hormis ça, je n'ai rien eu avec la moto, aucune panne. Qu'est-ce que j'ai mis comme essence dedans? Ben, c'est vite fait. J'ai essayé un peu tout. C'est-à-dire que tant que je pouvais au début, je roulais avec du 95 comme chez nous. Arrivé en Russie, j'ai essayé du 100, du 98, enfin toutes les essences qu'ils ont, ils en ont toute une palanquée là. Ça n'a jamais rien changé. Au début, je voulais pas trop mettre du 92, j'avais peur que ça soit de la moins bonne qualité. Puis un coup, j'ai mis du 92 parce que j'avais pas le choix, j'ai trouvé que la moto elle marchait pareil, voire mieux. En tout cas, elle a consommé pareil, voire moins. Et au final, j'ai commencé à mettre du 92 et pendant à peu près 20 000 bornes après, tant que je pouvais, j'ai tourné au 92, l'essence la moins chère. Et effectivement, la moto, elle marchait mieux, elle consommait pas plus, voire à peine moins. Donc franchement, une merveille, quoi. Et donc bah, la 2,5, consommation moyenne 3 litres 5. Je crois qu'au maximum, j'ai dû faire du 3 litres 9 au Kazakhstan, sur les grandes routes, avec le vent de face, des grandes lignes droites super chiantes, voilà. Et au Kyrgyzstan, quand j'ai roulé tout un plein à 70 km/h parce que j'avais envie de regarder le paysage et que j'avais le temps, j'ai consommé du 2 litres 6 au 100. Donc avec mon réservoir de 19 litres, et ben à chaque fois, je passais en réserve aux alentours de 380-400 km. Et avec 6 litres de réserve. Donc il me restait quasiment 200 bornes d'autonomie, donc une autonomie de 550 bornes. Parfait. Ce qui nous amène à une autre question de la moto. Est-ce que j'ai eu besoin de bidons supplémentaires avec cette autonomie-là? Non. J'ai pas eu besoin. J'avais 2 bidons. J'avais prévu d'en avoir un pour mettre de l'eau et un pour mettre de l'essence. Donc il y en a un, une fois, j'avais mal fermé un couvercle de valise. Il s'est envolé sur la route. Il y a un camion qui a roulé sur le couvercle. Donc comme ça, mon couvercle, c'était une crêpe. Je l'ai redressé avec le marteau mon marteau de camping, le bidon poubelle, et puis l'autre bidon avec de l'essence dedans, bah, j'ai promené un bidon de 3 litres d'essence pendant 10 000 bornes sans jamais l'utiliser. Donc voilà, comme ça, j'en ai absolument pas eu besoin en fait. Mais l'autonomie, par contre, ouais, 500 bornes, c'est bien. Parce que quand on est dans l'extrême est de la Russie, quand il y a une station tous les 200 km, si vous en loupez une ou que vous ne faites pas le plein, ça amène à 400. Si jamais celle d'après, il n'y a pas d'essence, qu'il y a un souci, il n'y a pas d'électricité, ça devient limite. Donc la règle, normalement, quand on est à l'extrême est de la Russie, c'est dès qu'on voit une station, on fait le plein. Comment je me suis senti pendant le voyage, mon ressenti, tout ça, c'est une question qui m'est souvent revenue. Les gens pensaient que je pouvais me sentir en danger, que je pouvais être mal vu, etc. Je n'ai jamais eu le moindre souci, que ce soit à Kazakhstan, Kyrgyzstan et même Russie. Surtout même Russie, les gens étaient ravis de voir un Français qui vienne les voir. Ils étaient contents qu'il y ait un Français qui vienne et qui ne soit pas un peu endormi par la télé. Je déteste la télé. Et donc les gens étaient ravis de voir un Français qui vienne les voir. Et beaucoup de Russes m'ont parlé de l'amitié franco-russe. Les gens sont super, les gens sont vraiment gentils. Je n'ai vraiment eu aucun souci, j'ai jamais caché que j'étais français. Quand j'arrivais quelque part, quand on discutait, je disais aux gens, il y a François, il y a Gavalioni, Mnoga, Palouski. Donc je suis français, je parle un petit peu le russe. Et ça a toujours passé sans souci, j'ai jamais eu d'animosité. J'en ai eu beaucoup plus de la part de gens en France qui envoyaient au début des messages avec pourquoi tu vas en Russie, blablabla, que de la part des Russes envers les Français, je n'ai jamais eu de négatif. La corruption. Est-ce que j'ai eu de la corruption? Jamais. Jamais, jamais. Au Kyrgyzstan, j'ai fait un excès de vitesse. Je crois que c'était un dimanche matin. C'était limité à 50. Je suis arrivé à 70. Une voiture m'a fait des appels de phare et tout. J'étais dans mes pensées en train de regarder le paysage. Je me suis fait arrêter. Ils m'ont annoncé une trentaine d'euros, je crois. J'avais un peu les boules parce que je m'en voulais, en fait. Plus pour ça que je faisais la gueule. Et en fait, le gars, le policier, on a fait un selfie ensemble. Et puis, il m'a laissé partir en me souhaitant bonne journée. Et finalement, 5 km plus tard, c'est eux qui me doublaient dans un virage sur une bande blanche comme des cinglés en me frôlant puis en klaxonnant. Donc voilà.
Pas de corruption. En Russie, chaque fois que les policiers m'ont arrêté, ils étaient plus gênés de m'avoir arrêté, ils voulaient pas que j'ai une mauvaise image de la Russie. Mais franchement, ben voilà, d'où je viens, j'étais en moto, est-ce que j'ai apprécié? Pas de problème, niet. Ok, cool. Franchement, aucun problème, quoi. Donc l'accueil de la population, pareil. Il faut savoir effectivement que plus on va à l'est, et ben, moins il y a de monde, mais plus les gens viennent discuter, quoi. Quand on est sur la route des Os, quand on est vraiment dans l'extrême est de la Russie, on s'arrête manger, il y a 2 camions, vous êtes sûr de manger avec les 2 routiers qui sont là, quoi, hein. Et puis ben, de demander où est-ce qu'elle est ma famille, où est-ce que j'habite en France, combien j'ai fait de kilomètres, etc. On est beaucoup moins seul que quand on est beaucoup plus à l'Occident, au milieu de plein de monde, tout seul. C'est con, mais c'est comme ça. On m'a demandé aussi donc comment ça se passait les bike posts. Les bike posts, c'est des endroits tenus par des motards. Souvent, c'est des motoclubs, mais pas forcément. Des fois, c'est un gars qui a fait ça chez lui, qui a mis un espèce de dortoir. Et puis, ben, sitôt que vous roulez en moto, vous êtes accueilli. C'est simple. Il n'y a pas d'histoire de club, de nationalité, de type de moto ou quoi. Il y a un bike post, donc ben, après, c'est un motard qui vous dit il y en a un là ou là. Il vous donne le numéro WhatsApp. Bonjour, je m'appelle Seb, je vais à Magadan à moto. Je passe par chez toi demain, est-ce que je peux m'arrêter? On t'attend. Et voilà, ça y est, vous êtes accueillis. Souvent gratuitement, des fois il y en a qui ont demandé, c'était l'équivalent 1000 roubles, l'équivalent de 10 euros, donc franchement pas grand chose. Et puis ça permet de vivre avec des motards. Et donc là, ben, effectivement, on s'adapte. Donc j'ai dormi dans des dortoirs, j'ai dormi sur des lits qui n'avaient pas de matelas, j'ai dormi dans des ateliers, dans un wagon de train qui était dans un musée d'avion, enfin pas mal de trucs différents, quoi, avec toujours des super rencontres et toujours tu vas où demain, Oula Noudé, bouge pas, j'appelle. Et avant d'y être, les gens m'avaient déjà envoyé un message sur WhatsApp, on t'attend demain, rendez-vous telle adresse, telle heure, donc voilà. Ça se fait, ils ont une communauté motarde et un esprit motard qui n'a rien à voir avec chez nous. Et franchement, ben, ça s'est super bien passé, quoi. L'organisation du voyage. On m'a demandé comment j'avais organisé mes journées, mes temps de pause, tout ça. J'ai rien organisé du tout. Moi, le principe que je fais, c'est que je me lève le matin, comme tous les jours depuis que je fais de la moto, que j'ai 17 ans, j'ai envie de faire de la moto. Donc je me lève, je monte dessus et je roule. Ce qui m'a amené, avec ma petite chignole, à rouler en moyenne 4 à 600 km par jour. Alors il y a plein de monde qui me dit ouais, avec la 2,5 c'est énorme. Et en Russie, quand je disais aux gens, ils me demandaient comment je roule, je leur disais ben, je fais entre 4 et 600 km par jour. Quoi? C'est tout? Parce qu'en Russie, quand on est sur la transsibérienne, eh ben, une journée de 1000 bornes, c'est une journée normale. Et donc souvent les Russes, ils montent sur leur bécane, quand ils ont une grosse bécane, ils mettent les gaz, et bah, dans la journée, le tarif de base, c'est 1000 bornes, quoi. Donc pour eux, bah, moi, je me promenais, quoi. Donc je n'ai absolument rien organisé pour savoir à quelle heure je dois partir, machin. Moi, je me lève le matin, en général, je suis matinal, donc j'aimais bien partir tôt le matin. Et en général, à 8 h du mat', j'étais sur la bécane, je profitais de ma journée de route. Comme ça me permettait, quand je roulais 400 bornes, et ben, d'arriver en début d'après-midi, trouver un truc pour dormir. Et puis, bah, j'avais le temps d'aller me promener en ville, si je prenais un hôtel, ou alors si j'arrivais dans un bike post à l'heure où on me disait d'arriver, bah, j'avais le temps de discuter avec les gens, de faire le tour de la bécane, de montrer quelques photos, etc. Et puis, bah, ça permettait d'engager un petit peu la soirée comme ça. Donc voilà, je n'ai pas spécialement fait quelque chose d'autre pour organiser mes journées. Voilà. Après, le maximum entre 2 stations, alors effectivement, c'est sur la route des Os. Entre Oustnera et Susuman, il y a 400 km. Et entre les deux, il y a 2 espèces de villages un petit peu abandonnés. Et il n'y a rien du tout. Donc bah là, il faut avoir 400 km d'autonomie minimum. Et sinon, il y a souvent entre 150 et 250 km sans station. Donc c'est pour ça que quand on en voit une, on fait le plein. Il faut savoir aussi que pour les Russes, donc j'ai rencontré aussi des gens qui m'ont hébergé au retour, et ils m'ont expliqué que pour eux, après le lac Baïkal, on n'appelle plus ça la Sibérie, on appelle ça le Far East, l'extrême Est. Et à partir de cet endroit-là, la vie, elle est vraiment différente, quoi. Après le lac Baïkal, on arrive à Ulan-Ude, la grosse ville au bord du lac Baïkal.
Et quand on va après, la vie elle change réellement, les routes sont plus abîmées avec les restes du permafrost, avec le moins de monde et le moins d'entretien qu'il y a. Et là, c'est vraiment différent. Et quand on quitte la Transsibérienne pour aller vers le nord, se diriger vers Yakoutsk, là, on commence à arriver vraiment, c'est fini les vacances, quoi. La route peut être plus défoncée, il y a des portions de travaux qui peuvent durer 30 bornes avec des routes vraiment en mauvais état, il y a quand même énormément moins de villes et de villages. Quand on arrive dans une ville, il y a 3 hôtels, s'ils sont pleins, ben, il faut dormir dehors. Les moustiques sont invivables, la vie est vraiment différente, quoi. Et vraiment, quand on quitte la Transsibérienne, c'est fini les vacances, et là, on rentre un peu dans le dur, quoi, du voyage. Alors, dans l'organisation du voyage, il y a des gens qui m'ont demandé est-ce qu'il y avait des rivières à traverser, parce qu'il y a des ponts effondrés, tout ça. Non. La route des os, c'est la R504, c'est la route qui va de Yakoutsk à Magadan. Et c'est une piste, alors et les 100 premiers kilomètres, c'est du goudron, et les 100 ou 150 derniers, c'est bitumé aussi. Mais entre ça, c'est une piste qui est parfois très mauvaise, qui est parfois absolument mauvaise. Il y a quelques endroits où ça roule mieux, mais qui peuvent être traîtres. Et hormis ça, il n'y a pas de rivière à traverser. Il y aura des rivières à traverser si vous allez sur la BAM, la route qui longe la ligne ferroviaire Baïkal-Amour magistrale, donc qui part de Taïchet et qui arrive jusqu'à Yakoutsk. C'est une route différente, qui fait, je crois, dans les 4000 km de mémoire. Et puis, il y a l'ancienne route d'été, la Old Summer Road, qui part de Tomtor et qui va jusqu'au village abandonné de Kadikshan. Et donc ça, c'est 2 endroits différents. Ça, c'est une route qui doit faire 300 ou 400 bornes, où là, il n'y a plus rien. D'ailleurs, même, il y a des endroits où il n'y a plus le passage. Donc, quelques gens vont là-haut faire vraiment de l'extrême, du tout-terrain, tout ça. Mais la route en elle-même, l'autoroute de la Kolyma, qu'on appelle aussi route des os, là, il n'y a plus de pont à traverser, tout ça. Ceux qui prennent des photos ou des vidéos quand ils traversent une rivière, ils sont à côté du pont. Et eux, ils vont traverser la rivière pour se filmer, pour faire de l'Instagram, mais il n'y a pas besoin. Comment j'ai communiqué avec les proches? Alors, j'avais une carte SIM. Chaque fois que j'arrive dans un nouveau pays, j'avais pris une carte SIM du pays. En gros, ça vaut 5 € en Russie, pareil. Et puis, tous les 15 jours, 3 semaines, je rajoutais environ 1000 roubles, ce qui fait en ce moment à peu près 10 €. Et ça me permettait, j'avais fait un groupe WhatsApp pour la famille et les amis proches. Et donc, j'ai beaucoup envoyé de photos, d'extraits de vidéos, tout ça. Un tout petit peu les réseaux sociaux, énormément moins que le groupe privé où j'essayais de donner des nouvelles tous les jours. Et puis, il y a eu du réseau dans chaque village maintenant. Dans le pire des cas, sur la route des os, il y a quelques villages où il y a pas de la 4G, mais il y a du réseau pour envoyer un SMS. Donc j'ai réussi, même quand je pouvais, à envoyer un SMS. Il y a dû y avoir 1 ou 2 jours où j'ai pas pu envoyer de message à la famille ou communiquer avec la famille, mais j'ai au moins pu envoyer un SMS. Et sinon, après, effectivement, dans le Far East, dans l'extrême Est, effectivement, entre 2 villages sur 200 bornes, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien du tout. Énormément de gens m'ont aussi demandé si je faisais du bivouac. Alors, bivouac, moi je suis parti 3 mois et demi. Dormir 3 mois et demi dehors sans se laver, ça me va pas, quoi. Moi j'aime bien, après une journée de route, pouvoir aussi m'asseoir, boire un coup, prendre une douche, etc. J'ai eu assez d'endroits dans les bails-postes et tout ça où parfois il n'y avait pas d'eau, où parfois la douche c'était un réservoir de bagnole posé en l'air avec une vanne garde-tour et puis debout de bâche, puis tu te laves là, l'eau est chaude, il y a du soleil. Donc le bivouac en soi, il faut aussi savoir quand même que dans l'extrême est de la Sibérie, les moustiques sont insupportables. Pour les gens qui ont déjà, par exemple, voyagé en Norvège, au Cap Nord, quand il y a énormément de moustiques, c'est rien du tout. Là, dans ces endroits-là, on s'arrête. On peut pas dire sur le bord de la route, je m'arrête, je pisse un coup, je bois un coup, je fais une pause. Au moment où vous vous arrêtez, il y a des centaines de moustiques qui viennent et qui piquent tout le tour du casque, dont j'avais le cou boursouflé de piqûres, j'avais des piqûres au bout des doigts, à l'intérieur des doigts, absolument partout, quoi. Donc c'est une horreur. Donc faire du bivouac dans les conditions là, c'est juste une horreur. Je l'ai fait à Tomtor, parce que il n'y avait pas d'autre solution pour dormir, donc
Je me suis mis un peu à l'écart du village, j'ai planté ma tente là. Le temps de planter ma tente, donc j'y suis allé en été, en plein soleil, 35 degrés. J'ai dû garder le polaire, la moustiquaire, et à travers le polaire, je me faisais piquer. Et quand j'étais dans la tente, il y avait la moustiquaire remplie, quoi. Donc j'avais un serpentin que j'ai brûlé dans ma tente pour qu'il y ait moins de moustiques parce que ça grouillait dans la tente. À ce point-là, quoi, c'est un truc de... C'est hallucinant. Donc faire du bivouac dans les conditions-là, absolument pas, quoi. Les autres fois où j'ai fait du bivouac au Kyrgyzstan, etc., j'ai trouvé un coin avec l'application e-Overlander. Il fait beau, j'avais pas envie de dormir en ville, j'aime pas trop les grandes villes. Donc j'avais pas envie de dormir en ville, j'ai planté la tente, une soirée de camping, et puis voilà. Mais sans plus, quoi. Pour moi, le bivouac, c'est pas une manière de voyager, c'est pas une fin en soi de faire absolument du bivouac en voyage, quoi. Concernant le matériel, alors, est-ce qu'il m'a manqué du matériel? Non, je pense pas. Tout ce que j'ai pris, même si je ne l'ai pas utilisé, je l'aurais gardé quand même. Au niveau outillage, ben, j'ai quand même dû réparer un pneu puisque j'ai eu une crevaison où une tige en ferraille est passée dans la bande de roulement et est ressortie sur le flanc du pneu. Donc j'ai mis 2 mèches et elles ont tenu. Ça c'est absolument indispensable de pouvoir démonter et réparer ces pneus parce que sur la route des os, le gros problème pour tout le monde, c'est les pneus. Les bricoles les plus utiles. Il y a 2 choses qui me viennent en tête directement. C'est une mini lampe de poche de vélo qu'on accroche au guidon avec un petit anneau là. C'est rien du tout, mais ben, pour la 2,5, faire le niveau d'huile, je voyais dans la jauge facilement. Et puis quand on inspecte la moto le soir, pour jeter un œil au faisceau, pour regarder qu'il n'y ait pas de fissures, de trucs cassés, tout ça, on prend nos 5 minutes, on met la lampe de poche. J'ai trouvé ça super pratique, je m'en suis servi quasiment tous les jours. Et puis une autre chose, ben, c'est les manchons sur la moto. Je les avais pris en pensant qu'ils me serviraient peut-être dans l'extrême est de la Sibérie, si jamais il faisait vraiment froid, parce que c'est aussi possible. Et finalement, c'est pas là qu'ils m'ont servi, mais dès qu'il y a plu, dès qu'il a fait mauvais, je les ai mis sur la moto, et avoir les poignées chauffantes et les manchons, les mains au chaud, quand on fait une journée de route sous la flotte, ça fait franchement du bien. Et du coup, bah, dès qu'il pleuvait, je prenais 5 minutes, j'accrochais les manchons au guidon, et franchement, je les ai gardés longtemps, je pense peut-être même une moitié de voyage. Et à refaire, je les prendrais absolument. Comment j'ai fait pour manger? Eh ben, comme tout le monde, je m'arrête sur le bord de la route et puis ben voilà, un routier, un truc comme ça. Voilà. Si j'allais dans un bike-post, j'allais faire quelques courses et puis j'achetais plutôt des trucs à partager. Alors un paquet de chips, ou les Russes ils mangent des croutons grillés comme ça, c'est vachement populaire pour l'apéro. Donc j'achetais de quoi partager. Et voilà, après manger le soir, mais vraiment rien de particulier. J'ai jamais eu de problème particulier avec ça. Quelqu'un m'a demandé ce que j'utilisais comme réchaud. Alors, le réchaud le plus simple du monde, un machin à alcool. Moi, je trouve ça génial. Il n'y a pas de buse à nettoyer, de bouteilles de gaz, de machin. De l'alcool ou un truc à brûler, on trouve absolument partout sans aucun problème. Et donc, même si ça met un petit peu plus de temps à chauffer, ça marche tout le temps, il n'y a pas d'entretien. C'est la simplicité même. Et une autre raison principale, c'est que c'était un cadeau qu'on m'a fait, on m'a offert ce réchaud, donc je suis parti avec. Et finalement, si j'avais un truc à racheter maintenant, le machin là, c'est absolument génial. C'est impossible que ça tombe en panne, c'est impossible que ça marche pas, et donc c'est le mieux. Concernant le budget, j'ai pas de budget précis, bouffe, essence, etc. Moi j'avais mon pognon sur moi. Il faut savoir que les cartes bancaires européennes, Mastercard, tout ça, ça ne marche plus en Russie pour l'instant. Donc j'ai pu avoir une carte bancaire russe qu'un ami m'a fait à son nom. Et puis j'ai arrivé en Russie, j'ai changé l'argent et j'ai mis l'argent sur la carte et en gardant aussi du liquide. Parce que j'aime bien payer à l'étranger en liquide pour savoir ce que je dépense, mieux me rendre compte, etc. Même si en Russie, les gens aiment beaucoup utiliser les cartes bancaires, ils l'utilisent d'ailleurs beaucoup plus que nous. Les paiements sans contact et tout ça, ça marche beaucoup mieux. Alors, j'en ai eu donc 600 € d'assurance, 300 € de visa, ça fait environ 1000 €. Et j'avais calculé environ 4500 € pour 3 mois en Russie. Voilà, 5000, 5500 € au total pour 3 mois et demi de voyage. Est-ce que les prévisions financières ont été bonnes? Ben forcément oui, puisque finalement je suis resté un petit peu dans ce que j'avais calculé. Si j'avais eu un souci, je pense que il aurait plombé le budget.
Mais voilà, c'est hormis ça, ce que j'avais prévu, bah, ça s'est passé. Le ressenti. Alors là, c'est c'est la partie où on fait parler les émotions, les questions des gens qui sont revenus. Mon meilleur souvenir, alors c'est dur à dire, j'ai eu beaucoup. Quand on voyage comme ça, évidemment, les émotions sont décuplées, tout ça. Mais ben, arriver au Kyrgyzstan, c'était magnifique parce que j'ai pas du tout aimé le Kazakhstan, traverser les steppes kazakhs, tout ça. Les vendeurs de rêves d'Instagram, ils aiment bien vendre ça, ça fait beau parce qu'il y a des chevaux sur le bord de la route. Hormis ça, c'est super chiant. C'est une ligne droite de 1000 bornes avec une route qui est bonne et qui peut être défoncée en 10 mètres. Et puis ben, une steppe à plat, rien du tout, du soleil, 40 degrés, pas d'ombre, rien pour s'arrêter, enfin nul et chiant quoi. Le Kazakhstan, en résumé, c'est ça, en gros. Donc on traverse tout ça et quand on arrive au Kyrgyzstan, bim, on tape la montagne quoi. Et là, un paysage magnifique, tout ça, donc franchement, le Kyrgyzstan, c'est magnifique. Et ça vaut vraiment le coup d'y aller quoi. Autre souvenir magnifique à Taïchet, donc point de départ de la fameuse ligne Baïkal-Amour magistrale. Je suis allé dans une guest house qui s'appelle Transip Baïkal Transit, que vous trouvez sur Facebook. J'avais déjà vu depuis longtemps des voyageurs, même que je connais, qui s'y étaient arrêtés, donc je voulais vraiment m'y arrêter pour voir, parce que je voyais que tous les voyageurs s'y arrêtaient, je me suis dit ça c'est un endroit où il faut aller, et j'ai rencontré donc la personne qui s'occupe de ça, qui s'appelle Igor, qui est, je crois, une des personnes les plus gentilles de l'univers. On a passé un super moment. C'est un gars qui adore aussi la France, qui est déjà venu en France, donc juste après la chute de l'URSS, c'était peut-être même la première personne de Sibérie à venir en France, qui aime voyager, donc il parle un petit peu français aussi, quelques mots. Il parle très bien anglais, il parle allemand, donc on a aussi plus facile à discuter. Et il a l'habitude de recevoir des gens, donc expliquer les traditions de Sibérie, pourquoi on fait ci, comment on mange ça, c'est quoi ce repas. Et j'ai vraiment passé un super moment avec lui. Et au retour, j'ai passé 2 jours. Du coup, il m'a emmené en bus dans le village de son enfance, visiter le petit musée local. On a passé une journée magnifique ensemble. Le banya qu'il a construit lui-même, dans la pure tradition russe. Franchement, c'était un moment absolument génial et ouais, je le reverrai, c'est sûr. J'aimerais bien, si un jour il vient en France, pouvoir l'accueillir. Et puis voilà, c'était vraiment une des grandes rencontres de ce voyage. Et dernier souvenir qui était assez émouvant, c'était quand j'étais à Yakoutsk. J'ai passé 5 jours dans un bike post avec le motoclub local et c'est tombé à la fête de l'été qui est le Nouvel An Yakout. Donc c'est une fête où il y a, je crois, 20 000 personnes dans la plus pure tradition de Yakoutie, donc quasiment tous les gens habillés en habits traditionnels, une foule énorme, mais un calme et une ambiance smooth, vraiment pas de gens énervés, tout le monde super cool, tranquille, une cérémonie magnifique. C'était vraiment quelque chose de particulier et qu'il faut vivre de l'intérieur, quoi. Beaucoup de gens aussi qui faisaient comme des bénédictions quand on passait à côté, tout ça. C'était vraiment quelque chose que je m'attendais pas du tout à faire, pas du tout à vivre, et c'était vraiment super. On a eu la chance de pouvoir après être dans un énorme tipi qui faisait restaurant. Dans la tradition russe, les gens se lèvent et les invités, les personnalités vont faire leur discours et tout ça, et je me suis retrouvé à devoir faire un discours devant 100 personnes avec mes 3 mots de russe. Donc il a été assez succinct. Et encore une fois, les gens sont aussi après beaucoup venus me voir parce que j'étais français, parce qu'ils étaient contents que je sois là, que j'apprécie la Russie et la Yakoutie. Pire souvenir, ah ça c'est dur à dire. Je pense les moustiques. C'était une galère. Mais une galère sans nom. À cause de ça, il y a des endroits, des moments qui sont invivables parce qu'on passe le temps comme ça. Vivre en t-shirt, c'est impossible. Dormir dehors, c'est impossible. Il arrive un moment, on n'y pense plus que si on veut dormir dehors, on pense plus à la galère des moustiques qu'à la possibilité des ours. Et au bout d'un moment, c'est invivable. J'avais la trace du casque sur le front, les joues, en piqûres de moustiques, le cou boursouflé, les piqûres de moustiques partout. Enfin, invivable, quoi. Impossible.
Et donc ça, ouais, effectivement, c'était très compliqué. Et en plus, arrivé au moment de partir de Yakoutsk, 5 jours avec le club local, la fatigue, tout ça, je pars le matin, le pneu que j'avais fait changer était dégonflé parce que le gars a changé la valve, il a mal remonté. Je devais attaquer la route des os pour laquelle je m'étais mis quand même une grosse pression parce que je savais pas à quoi je m'attaquais, mais je savais que c'était difficile. Et puis tout ça cumulé fait qu'à un moment j'en avais marre et en fait au bout de 2 mois, moi je m'étais dit j'en ai fait assez, j'ai envie de rentrer quoi. Et j'avais vraiment envie de rentrer, de faire demi-tour et de me dire moi je suis à Yakoutsk, je suis déjà pas loin du bout du monde, j'en ai fait assez, j'en ai vu assez, j'ai rien à prouver à personne, j'avais plus envie de rentrer que d'aller à Magadan. Et après, on se dit, merde, je suis parti pour aller à Magadan, il me reste 2000 bornes à faire, je vais quand même pas abandonner maintenant, quoi. Donc, je suis allé à Magadan. Ma région préférée, difficile à dire. Moi, je voulais vraiment voir ce que c'était la vie en Sibérie. Donc, la Sibérie, c'est très grand, mais la région Taïchet, j'ai bien aimé parce qu'en discutant avec Igor, il m'a expliqué à Taïchet, il y avait des goulags, qui étaient les gens qui y étaient, comment ça se passait, comment c'était organisé. Donc ça c'était super intéressant parce que j'aime bien cette histoire, cette portion-là d'histoire du RSS, de Goulag, etc. Donc j'ai pu en apprendre pas mal. Et puis j'ai adoré aussi la Yakoutie parce que c'est une grande ville mais qui est loin de tout, au milieu de nulle part. Donc il y a une vie de grande ville et il y a aussi une ambiance qui est particulière quoi. Et j'ai vraiment bien aimé cette région-là, même si il n'y a pas de région que j'ai pas aimé, hormis le Kazakhstan que j'ai pas trouvé intéressant d'un point de vue paysage, route, tout ça. Voilà. Après, d'un point de vue ambiance, d'un point de vue vie, ça, la manière dont on va voir un pays, ça dépend plus de la manière dont on l'aborde. Si vous arrivez en Russie en vous disant les Russes, ils sont pas gentils, ils tirent la tronche, machin, vous aurez une mauvaise image. Si vous y arrivez assez ouvert, vous verrez que les gens, vous arrivez, les gens ils vous disent t'as un problème, je vais t'aider, vous êtes sûr. Il vaut mieux tomber en panne au milieu de nulle part en Russie qu'en plein centre-ville de Paris ou de n'importe quelle ville de France. Vous serez plus facilement aidé au milieu de nulle part en Russie, même s'il y a 2 voitures qui passent par jour. Ça c'est clair et net. Mon ressenti arrivé à Magadan. J'ai pas eu le temps de chialer sous mon casque ou de me dire merde j'y suis parce que j'étais sur la portion de bitume qui est 100 bornes avant Magadan. Et puis c'est marrant, mais même les 100 bornes là, je me disais Seb, t'emballes pas, tu peux crever, il peut arriver quelque chose. Donc j'étais quand même sur mes gardes en me disant ne crie pas victoire tant que t'es pas vraiment à Magadan. Et 30 bornes avant, sur la route, je vois des motards qui partent d'une station essence, on se dit bonjour. Et dans l'extrême est de la Russie, quand on croise des motards, en fait, on fait pas un signe comme ça, on le fait tout le temps, mais eux, ils s'arrêtent carrément pour discuter. C'est plus que dire bonjour. Donc, je les vois qui arrivent dans ma direction, je m'arrête, on discute. C'était les Polar Owls, le club de Magadan. Donc, discussion, t'es français, tout ça. Où c'est que tu vas dormir? J'avais trouvé un petit appart à louer en ville à Magadan, donc pour moi c'était très bien pour avoir le temps d'y marcher, de me promener. Donc finalement arrivé à Magadan, je suis allé avec eux, on a fait les photos à l'entrée de Magadan avec le panneau de la ville, tout ça. Et puis je suis allé à leur motoclub directement. On a bu un coup ensemble et tout, donc finalement j'avais pas eu le temps de me dire merde j'y suis, je suis arrivé, en fait il y avait trop de monde, tout ça, et puis finalement voilà, donc mon ressenti à Magadan c'est pas du tout ce à quoi j'aurais pu m'attendre, parce que finalement voilà, j'ai été pris dans le lot de tout ce qui s'est passé avec les gens en moto, les gens avec qui on a discuté et tout, et j'ai pas eu le temps de me dire merde j'y suis. Donc voilà, finalement c'était pas le truc idéal ou cinématographique comme on aurait pu croire, j'arrive, je m'arrête et je pleure au pied du panneau. C'était pas ça. Est-ce que j'ai souffert de la solitude? Oui, souffert, enfin je sais pas si on peut dire souffert, mais si je pense quand même, parce que la vie dans l'extrême est de la Russie, elle est quand même difficile. On part le matin, on fait 400 bornes, il y a une journée où j'avais 480 bornes à faire, il y a tombé des cordes toute la journée, et il faisait 4 degrés. Donc là, je suis arrivé, puis comme il n'y a rien entre le départ et l'arrivée, quand on part, il faut arriver. Si on n'arrive pas, on dort sur le bord de la route sous la flotte. Hein. Donc la journée là, elle était tout simplement horrible. Et après, même quand il faisait sec et plein de poussière, etc., quand on est tout seul
et que là on part et que le prochain arrêt c'est à 150 ou 200 bornes à la prochaine station, et y a des moments où c'est long, on s'arrête boire un coup, il n'y a pas grand monde, la fatigue, et puis aussi se dire d'être toujours sur ses gardes, parce que la route en soi elle n'est pas difficile techniquement, c'est pas de l'enduro en tout terrain. Mais la route, elle peut toujours avoir un trou, un nid de poule qu'on n'a pas vu ou qu'on voit au dernier moment, ou quand une route elle n'est pas goudronnée, il peut toujours y avoir un gros caillou, on ne sait pas ce qu'il fout là, mais il est là. Et on en évite un, deux, trois, et puis il y a un moment ou un autre dans la journée, 3-4 fois, on le voit pas, et mais moi ça m'est arrivé une paire de fois de tirer sous le guidon pour passer l'avant, et puis l'arrière, il est arrivé dans un nid de poule, j'ai cru que j'allais laisser le bras oscillant et tout l'arrière de la moto sur la route. Et puis d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai cassé la carcasse de mon pneu avant d'arriver à Yakoutsk. Parce qu'à force de taper comme ça, ça a été une fois plus fort que les autres, la carcasse du pneu a carrément cassé. Donc si on tombe en panne dans les conditions là, le moindre petit souci peut devenir une grosse galère. Et du coup, là, on peut pas se dire je vais au prochain réparateur ou je le ferai changer. Des réparateurs, il n'y en a pas. Il est à 200 bornes au prochain village. Je le ferai changer. Le pneu, il n'y en a pas d'autre de pneu. On le répare, ça tient. On le répare, ça tient pas. Soit on prend un autre pneu, soit on fait n'importe quoi, mais ça sera la merde. Et en soi, c'est ça qui est difficile. Et là, ouais, effectivement, j'ai cru que j'allais mettre les pieds dans une sacrée galère. Par chance, ça a tenu, mais si ça n'avait pas tenu, je pense que là, j'aurais vraiment été au bout du rouleau, quoi. Sinon, d'autres galères comme ça, je me suis jamais senti menacé, en danger, que ce soit par des gens ou quoi que ce soit comme ça. Quand ça me plaît pas, je m'en vais, et puis c'est réglé, quoi. Mais il faut pas chercher, de toute façon, à l'étranger comme ça, on aura toujours tort, on peut rien dire. Que ce soit avec de la police, avec des autres gens, vous vous engueulez avec quelqu'un, vous avez forcément tort, c'est pas possible. Donc quand c'est comme ça, on s'en va, et puis du coup, les galères, on les évite. Mon état d'esprit sur la route du retour, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont à Magadan, à Vladivostok, et après qui font rapatrier les motos. Moi, j'avais discuté avec mon ami Alexei de Moscou, qui est déjà allé à Magadan, et qui me disait comment tu vas faire pour ramener la moto. Alors moi, comme tout le monde, au début, je pensais, je sais pas, faut voir, la ramener, tout ça. Puis en fait, il me disait, tu vas la faire ramener, ta moto, elle va forcément aller dans un camion pour faire 2000 km, et puis revenir jusqu'à Yakoutsk, et après prendre la route. 2000 km après Yakoutsk, tu es sur la transsibérienne, et puis je lui dis, après, je vais autant rouler, alors du coup. Alors, lui, c'est un peu son état d'esprit aussi, c'est je pars avec ma moto, je rentre avec ma moto. Donc finalement, j'ai décidé de partir avec ma moto et de rentrer avec ma moto. Donc, effectivement, on arrive à Magadan après 22 000 km. On sait qu'il y en a environ 15 000, j'avais estimé ça à 15 000 à peu près le retour direct. Et l'état d'esprit, déjà il a fallu refaire la route des os dans l'autre sens, donc là j'ai prié pour qu'il pleuve pas, parce que là ça peut être une galère incroyable. Et par chance, il n'y a pas plu, mais il a fait très beau et donc très sec, et donc quand un camion y passe, il soulève un nuage de poussière, un tunnel de poussière qui dure 2 km, qui est absolument dangereux. On ne peut pas doubler, on voit rien, on peut rien faire, on mange de la poussière à 40 km/h derrière un camion et on attend. Et si on attend trop, il y a un autre camion qui arrive. Donc moi souvent ce que je faisais sur la route des os, c'est que comme on est vachement au nord et qu'il fait quasiment pas nuit, ça m'est arrivé plusieurs fois de partir à 4 h du matin, de rouler, d'être quasiment tout seul sur la route, et seulement à partir de 10 h on commence à voir un peu plus de monde sur la route, des camions, des travailleurs. Et donc de 10 h à 14 h, là c'était galère, il y avait trop de monde, même s'il y a un camion toutes les 5 minutes, le nuage de poussière qui se soulève, il met 10 minutes à retomber. Donc même avec un camion tous les 5-10 minutes, ça fait que la route des os, c'est un nuage de poussière. Donc ça c'était vraiment la grosse galère pour le retour. Et après, une fois arrivé là, je me suis senti soulagé, retourner à Yakoutsk, de retourner sur la route goudronnée, parce que même en roulant doucement, c'était tout de suite plus facile, quelques portions de travaux, tout ça. Et après, plus on retourne vers l'ouest, plus c'est facile de vivre. Une fois qu'on a passé le lac Baïkal, il y a des stations partout, on mange ce qu'on veut, on dort où on veut. Et ça devient aussi un peu le coup de cafard, parce qu'on est aussi vachement plus seul. On s'arrête dans une station, il y a plein de monde, il n'y a plus personne qui vient trop vous parler. Il y a plein de monde, mais en fait, on se sent vachement plus seul. Et puis voilà, après, on sait que c'est le retour, et comme c'est vachement impersonnel,
c'est un peu plus, ennuyeux que là où il n'y a rien. C'est dommage, mais ou c'est bizarre de dire ça, mais c'est là où il n'y a rien qui en a le plus en fait. Et après, au niveau des kilomètres, ben moi, de toute façon, ça fait quasiment 30 ans que je roule. Je me lève le matin, j'ai envie de faire de la moto, ce matin aussi, comme tous les matins. Et donc, ben, la route du retour, se dire que il y a plein de gens qui m'avaient dit, ouais, rentrer, faire des kilomètres et des kilomètres sur la transsibérienne pendant des jours entiers, ben, moi je suis désolé, mais j'aime bien. Je le referai avec plaisir, parce que ça me fait pas chier de faire de la moto. Je préfère faire de la moto en ligne droite sur la transsibérienne ennuyeuse que de pas faire de moto une journée. Donc bah, finalement, j'étais sur ma moto, je me disais de quoi je me plains. J'ai eu les 3 dernières semaines du voyage la flotte tous les jours. C'est arrivé qu'il y ait un orage qui dure 1 heure. C'est arrivé qu'il pleuve toute la journée. Donc j'ai roulé avec mes manchons. Mais bah, même là-dessus, la route du retour, et puis voilà, c'était quand même agréable. Moi j'ai bien aimé. Mais puis après, bah, une fois qu'on arrive proche de la maison, qu'on a rendez-vous, qu'on a une date de retour avec la famille et tout, c'est quand même différent, quoi. Et après le voyage. Alors oui, effectivement, il y a pas mal de gens qui m'ont posé aussi des questions sur l'après-voyage, la suite, etc. Si c'était à refaire, qu'est-ce que j'améliorerais? Franchement, je pense en fait que j'en préparerais peut-être même encore moins. Au lieu d'acheter une tenue en Gore-Tex laminé à 800 balles, je partirais avec mon jean normal. Parce que finalement, en fait, ce que j'aime pas dans la manière de fonctionner aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout ça, c'est que tout doit être absolument magnifique, magique, voilà, l'aventure au bout de la rue, tout ça. Moi, la vie normale, elle me convient très bien, et on peut très bien partir avec un sac, dans un sac poubelle et 2 tendeurs, jusqu'à Magadan, ça marche aussi. Et aujourd'hui, tout doit être absolument magnifique, tout ça. Donc moi j'avais acheté bah, la tenue en Gore-Tex laminé en me disant que si je prenais vraiment la flotte pendant longtemps, tout ça, ça serait quand même un confort agréable. La combine elle est revenue ouverte ici, plus étanche à l'assise et tout. Je serais parti avec mon blouson en cuir et ma tenue de pluie, et au final ça aurait fait le même taf quasiment. Encore moins aventurier, mais vu que je ne me sens absolument pas un aventurier, ça me dérange pas. Donc voilà, si c'était à refaire, en fait, j'améliorerais peut-être pas grand-chose. Je prendrais peut-être moins ben, ce genre de matos, quoi. Donc j'ai vraiment voyagé pour moi. Et j'aimerais bien le refaire ben, pour revoir des gens que j'ai rencontrés. J'ai énormément adoré ben, Igor à Taïchet. Les gens du motoclub à Oulan-Oudé ont été absolument adorables. Il y a pas mal de gens dans des bike posts. Des fois, on a plus d'affinité avec certains qu'avec d'autres. Et il y a des gens que j'aimerais bien revoir avec plaisir. Et puis, j'aimerais bien retourner pour prendre ma caméra et filmer la vie à Taïchet, la vie dans la Sibérie, les gens là, comment on y vit, comment c'est organisé, montrer des trucs tout bêtes, mais les rues, les magasins, tout ça, la vie normale, quoi. Mais tout ça, je l'ai vécu moi pour moi, mais à raconter, effectivement, c'est différent, c'est difficile de tout expliquer. La différence de vie qu'il y a entre chez nous et chez eux. Да, года мотоцикл. Voilà, est-ce que j'ai un autre voyage de prévu? Oui, dans le sens où les vacances, quoi. 15 jours en Écosse, c'est dans nos cartons à court terme. Mais ce sera en GS et à 2 sur la moto. Maintenant, ben, comme d'habitude, je veux pas faire d'une aventure ou d'un voyage d'aventurier 15 jours de vacances ou 3 semaines de vacances, quoi. Je veux dire, il y a des destinations... Ce qui me plaît pas dans cette manière de penser, c'est que il y a beaucoup de gens, après, des motards, qui n'osent pas aller jusque dans le Pamir, par exemple, en se disant, vache, c'est loin, c'est l'aventure, est-ce que je vais y arriver, est-ce que... C'est facile d'y aller. Il peut rien vous arriver au Kyrgyzstan, les gens sont tellement gentils, à part vous faire payer à manger, vous n'aurez jamais de problème pour vous loger, la vie est tellement peu chère, vous n'aurez jamais de problème pour manger, vous n'avez jamais de problème, mon casque, j'ai laissé des jours entiers sur la moto, je me suis jamais fait piquer en Russie, il n'y a qu'en France, en Allemagne, chez nous qu'il faut faire gaffe à la station essence. Moi mon casque il est resté sur la moto, en Russie je le prenais jamais, il était toujours sur la moto. Et donc aller par exemple dans le Pamir, c'est pas compliqué, et dans ce monde instagrammable d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en font des caisses
Et ce qui m'énerve, c'est qu'après, il y a d'autres gens qui n'osent pas y aller parce qu'il y en a, ils croient que c'est insurmontable, alors que c'est un super voyage, c'est super beau et tout, mais on peut y aller, c'est faisable, on n'a pas besoin de beaucoup pour y aller ou que ce soit insurmontable, quoi. Sincèrement, la grosse différence que j'ai trouvée, c'est vraiment après le lac Baïkal et quand on quitte la Transsibérienne. Là, effectivement, c'est fini les vacances parce qu'il n'y a rien, parce qu'il faut savoir se démerder, parce que si on tombe en panne entre deux stations et qu'il y a 100 bandes derrière, 100 bandes devant et personne qui passe, et ben, ça sent quand même la solitude, quoi. Et là, effectivement, on se dit, merde, qu'est-ce que je vais faire? Mais hormis ça, au Kyrgyzstan, les pistes, les machins, il y a toujours du monde, il y a toujours... c'est pas compliqué en soi, quoi. Donc voilà, faire une aventure incroyable des vacances, je suis pas pour. Donc, autre voyage de prévu, oui, mais comme tout le monde, ou comme tous les motards qui roulent régulièrement toute l'année, partir en vacances plus ou moins longtemps, mais pas considérer ça comme une aventure exceptionnelle. Est-ce que ça a changé ma vie et tout ça? Enfin, les questions, des fois, les gens, ils en reviennent changer d'un voyage. J'ai pas l'impression. Comme j'avais écrit dans mon modeste bouquin sur l'Afrique du Sud, je me suis retrouvé en Afrique du Sud. Voilà, je suis pas revenu changer, je suis revenu moi-même. J'ai vu d'autres gens, je voulais voir comment on vit en Russie, tout ça. Ouais, enfin, revenir changer, non. On voit bien, après, on se rend mieux compte que la télé, que tout ça, ça nous lave le cerveau. Que si vous regardez... il y a les mêmes désinformations d'un côté que de l'autre, c'est la même chose. On se rend compte que nous, Européens, on est d'excellents donneurs de leçons, mais quand on vit de l'autre côté avec des gens absolument gentils et tout ça, puis qu'on regarde leur manière de vivre et de penser sans aucun a priori, ben on se dit merde, ben, je vois pas pourquoi on donne des leçons, parce qu'au final, on n'est pas mieux que les autres. Donc on est toujours les gentils Européens, nous on veut la paix, nous on va se mêler de tout le monde, enfin tout ça et tout, mais en fait... c'est tout ce qu'on voit chez nous à la télé et tout ça. C'est juste ça la différence de j'en reviens changer, c'est que en fait on revient juste plus conscient qu'on est des bons donneurs de leçons, les Européens, tout ça, quoi, les gentils occidentaux. Mais comme on vit en Russie et tout ça, c'est franchement pas pire que chez nous, quoi. Est-ce que je vais présenter mon voyage dans des écoles? C'est pas prévu à l'ordre du jour, tout simplement parce que j'y ai pas spécialement pensé, j'ai pas spécialement préparé quelque chose pour le faire. Je préparerai peut-être quelque chose si j'ai l'occasion de le faire, mais je pense pas être assez bon commercial ou marketing pour aller voir des gens et puis dire bah venez, je vous présente mon voyage, j'ai fait ça, voilà, je l'ai fait pour moi, c'est fait. Pour moi, voilà, c'est le voyage est fait. Après, le présenter, pourquoi pas avec plaisir, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, j'ai pas eu d'occasion de le faire comme ça, quoi. Et enfin, dernière question, c'était pourquoi l'association Nausicaa combat la leucémie? Alors, j'ai porté les couleurs de l'association, effectivement. Pourquoi? Parce que mon copain Dédé, qui est dans le Jura, c'est lui qui a fondé cette association. Et il m'avait confié les lunettes de Nausicaa, qu'il les avait quand elle était encore de ce monde, comme porte-bonheur. Et puis je les ai gardées avec moi, donc pour moi c'était une responsabilité énorme. J'aurais préféré que ma moto elle brûle plutôt que de perdre les lunettes, ça c'est clair et net. Mais je voulais pas m'accaparer une cause pour faire un voyage avec une cause telle que la leucémie, alors que je voyageais pour moi, parce que moi j'avais envie de faire mon voyage. Donc j'ai porté les couleurs de l'association, mais sans m'accaparer la cause. Donc c'est juste pour ça, et puis ça m'a permis aussi d'organiser 2-3 petites quêtes, des bricoles, et puis d'arriver à faire un don de temps en temps à l'association. Et j'espère que si je fais encore une ou deux présentations, ou si ça m'arrive de présenter le voyage, je pourrais mettre une boîte à la sortie de la présentation où les gens mettront ce qu'ils veulent. Et puis comme ça, plutôt que de m'auto-sponsoriser un pneu, on fera un don à l'association. Et puis ça sera un peu quelque part la bonne action qui en découle. Et puis je trouverais ça vraiment cool que ça se fasse. Je pense avoir répondu à toutes les questions qui ont été posées sur les réseaux sociaux. Si j'en ai oublié, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Et puis en attendant, je vous dis... n'oubliez pas, on n'a pas besoin de toute cette mascarade, aventure, machin et tout, ça me sort par les trous de nez. Montez sur votre bécane, foutez un sac dans un sac poubelle, 2 tendeurs,
on n'a besoin de rien et on roule, c'est amplement suffisant. Alors bonne route.